Il redoutait l'ostentation de l'opulence, mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ils ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les Rockefeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure de Pocantico dans l'État de New York. Étant enfant, je m'en souviens comme d'un endroit paradisiaque, empli de sérénité et de beauté. Mais en grandissant, nombre d'entre nous ont commencé à considérer Pocantico comme une sorte de prison qui nous isolait du monde réel. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des Rockefeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opulence. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Dans l'histoire familiale, John D. Rockefeller Jr. se voit attribuer un rôle presque impossible à tenir. C'était le fils de l'homme d'affaires le plus controversé d'Amérique. Il devait trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement le père qu'il aimait. Dans sa quête de rédemption et de respectabilité, John D. Jr. élève sa famille au sommet du pouvoir en Amérique. L'un de ses fils brigue le siège suprême, la présidence, et provoque la colère et la furie d'une nouvelle génération. Pendant plus d'un siècle, la fortune et l'influence des Rockefeller ont suscité attention et défiance, et menacé de diviser la famille. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Dans quel but tout ça? Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que le but de nos vies était d'associer puissance et bienfaisance. Lorsque John Day a atteint la cinquantaine, il a commencé à perdre cheveux et moustaches. Et brusquement, en 1901, c'est toute sa pilosité qui a disparu. Pas seulement sur sa tête, mais sur tout le corps. Ce fut un choc et une terrible humiliation pour lui. On voit sur les photographies du début des années 1900 qu'il est complètement chauve et qu'il semble avoir 70 ou 80 ans. Rockefeller est impatient de mettre fin à sa longue carrière. Mais le scandale qui entoure son immense prospérité le rattrape et le hante. Un nouveau président très déterminé, Theodore Roosevelt, et une presse de plus en plus audacieuse veulent en savoir plus sur Rockefeller et la Standard Oil. En 1901, la rédactrice en chef du McClure's Magazine, Ida Tarbell, décide d'enquêter sur l'homme d'affaires le plus secret de la planète. Elle débute son enquête par un voyage nostalgique en Pennsylvanie, où des pétroliers indépendants, comme son père et son frère, ont bravé la Standard Oil.
Elle y rencontre de très nombreux ennemis de Rockefeller. Elle écrit « La tâche qui m'incombe est gigantesque. Je rêve de la pieuvre nuit et jour, et je ne peux en détacher mes pensées. » Lorsque Ida Tarbell entame sa série d'articles, Rockefeller ne réalise pas la puissance acquise par la presse à une époque où Joseph Pulitzer et William Randolph Hearst possèdent des organes de presse de masse. Il n'imagine pas combien les nouveaux journalistes, comme Ida Tarbell, s'impliquent et sont capables de s'emparer d'un sujet très complexe pour le décortiquer et véritablement disséquer la vie d'une personne ou d'une organisation. En 1902, les révélations de Tarbell secouent la nation. Elle dépeint la tragédie des pétroliers indépendants écrasés par la toute-puissante Standard Oil. Elle dévoile la connivence entre le monopole et les chemins de fer, les pots de vin et les accords secrets. Elle dénonce les pressions et les menaces, l'espionnage et les codes, l'appartenance secrète de supposés concurrents au trust. Elle écrit « Il n'y a aucun tir au flanc dans l'organisation, aucune incompétence ou stupidité. Mais ils n'ont jamais respecté les règles et cela les déshonore à mes yeux. » Cette série d'articles a connu un tel succès et le tirage de McClure a tant augmenté qu'il lui fut autorisé d'en publier 19 volets. À chaque parution, le nombre de lecteurs augmentait. Theodore Roosevelt dévorait ces articles et il écrivait des lettres enthousiastes à Ida Tarbell. Beaucoup de nouvelles sources surgissaient un peu partout au fil du temps et la vindicte populaire contre Rockefeller s'amplifiait. Le président Theodore Roosevelt dénonce en lui un hors-la-loi. Le romancier Léon Tolstoï enjoint tout honnête homme à refuser de travailler avec lui. Rockefeller est qualifié de pirate, de flibustier, de requin de l'industrie. Il reçoit des torrents de lettres d'invectives et même des menaces de mort. Il refuse néanmoins de répondre à la moindre accusation qui lui est faite. Du silence de sa mère face au scandale familial, il a appris, comme il le dit lui-même, à laisser s'agiter le monde. Je crois que s'il avait réagi plus tôt aux articles de Tarbell, le déferlement de la presse et la dénonciation politique se seraient atténués un peu. Mais si John Day Sr. savait pouvoir répondre à certaines accusations exprimées en les démentant, il savait aussi que beaucoup d'autres étaient fondées, comme les ristournes, la corruption, etc. Je crois qu'il savait que c'était sans issue. Tarbell se rend à Cleveland pour tenter d'apercevoir le monstre sacré lors d'une de ses rares apparitions publiques dans l'église baptiste de Clyde Avenue. Il paraissait affreusement âgé, observe-t-elle. C'était l'homme le plus âgé que j'ai jamais vu. Monsieur Rockefeller est peut-être devenu l'homme le plus riche du monde, mais il en paie le prix. Seul ce prix peut vous vieillir ainsi. Tarbell décrit l'attitude troublée de Rockefeller, la façon qu'il a de scruter les lieux à la recherche d'ennemis. Malgré tout le pouvoir dont il s'est investi, conclut-elle, Monsieur Rockefeller a peur. Il craint ses semblables. Elle conclut sa série de 19 articles par un portrait en 2 parties où elle représente Rockefeller sous une apparence hideuse et sénile. C'est ce qui le blesse le plus encore que les révélations sur ses affaires. Il trouve particulièrement injuste qu'on le dépeigne sous cet aspect morbide et qu'on soutienne que la perte de sa pilosité est, en quelque sorte, la preuve de sa dépravation. Mais le coup le plus rude provient du portrait que trace Tarbell du père de Rockefeller, un charlatan bigame accusé de viol. La découverte d'un Bill le diabolique toujours vivant déclenche une chasse à l'homme à travers tout le pays.
L'éditeur d'un journal offre 8 000 $ pour toute information le concernant. Rockefeller commence à craindre des tentatives d'enlèvement de ses enfants. Ida Tarbell really took a toll on the family. John Jr. certainly. Ida Tarbell a vraiment ébranlé la famille. John Day Jr. a plongé dans une terrible dépression. Son père souffrait en permanence de graves maux de ventre. Sa femme était malade. Tout laisse à penser que la famille entière, et pas seulement John Day Sr., était touchée par ces attaques. Isolé et abattu, John Day Jr. confie lors d'un cours de catéchisme « Je n'ai jamais eu autant besoin du soutien d'amis. Tout l'argent du monde ne peut remplacer les amis. » La richesse, prévient le jeune héritier, n'engendre que le péché. Cette période a dû être extrêmement pénible pour lui. Il travaillait à la Standard Oil au contact du successeur attitré de son père, John Day Archbold, qui était impliqué dans de très nombreuses affaires de corruption politique. Je crois que les articles de Tarbell lui étaient particulièrement douloureux, parce qu'il désirait désespérément croire à l'innocence de son père. L'atmosphère sordide qui régnait au 26 Broadway le perturbait aussi énormément. Ce qui signifie qu'il devait soupçonner, au moins en partie, que beaucoup de ces accusations étaient avérées. Fuyant la Standard Oil, Junior se jette à corps perdu dans la construction d'une nouvelle demeure pour son père. Situé sur les collines de Pocantico, à 50 km de New York, l'endroit se nomme Kaikit, un mot qui désigne la vigie en néerlandais. Elle offre une vue panoramique sur le fleuve Hudson. Elle devient rapidement un havre de paix pour la famille. Les journalistes se pressent devant ses portes en quête de réponses. Lorsque naît la première enfant d'Abby et de Junior, il devient de plus en plus difficile pour ce dernier d'affronter l'hostilité publique. Leur fille Abby, surnommée Babs, est bientôt suivie par John Day Rockefeller, troisième du nom, aussitôt proclamé le plus riche bébé de l'histoire. Les journaux se réjouissent de ce que le magnat ne puisse pas venir voir son petit-fils, de peur d'être assigné à comparaître. Un déluge d'actions en justice s'accumule contre la Standard Oil et Rockefeller commence à mener une vie de fugitif, gardant ses déplacements secrets. Kaiket devient à la fois une prison et une forteresse, gardée par l'agence Pinkerton. Lors de la parution des derniers articles de Tarbell, le gouvernement fédéral annonce une série d'inculpations contre la Standard Oil. John Day Sr. est déterminé à faire face, sûr de sa propre droiture. Pas Junior. C'était le fils de l'industriel le plus controversé d'Amérique. Il devait réussir, grâce à sa grande force de caractère, à trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement ce père qu'il aimait. Il devait être à la fois fidèle à son père et à ses propres principes, même si ceux-ci différaient souvent de ceux de son père. En 1910, John Day Rockefeller Jr. décide de se retirer du Standard Oil Trust et de se vouer exclusivement à aider son père à redistribuer la fortune familiale. John Day Sr. crée aux côtés de son fils la fondation Rockefeller, qu'il dote de 100 millions de dollars. Elle a pour objectif ambitieux de promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde entier. Certains peuvent avoir quelques difficultés à accepter Senior comme le plus grand philanthrope de son temps. Je crois qu'il est important de noter qu'il n'a jamais eu le moindre doute. L'idée qu'il reversait des millions de dollars pour atténuer sa culpabilité est absurde.
Il est moins aisé de savoir si Junior est devenu un grand philanthrope à cause du doute et de la culpabilité. Junior doutait de lui-même en permanence. Le 15 mai 1911, la Cour suprême des États-Unis déclare que la Standard Oil constitue un monopole contraire à la concurrence et qu'elle doit être dissoute. Rockefeller apprend la nouvelle alors qu'il joue au golf avec un prêtre catholique de la région, le père J.P. Lennon. Rockefeller réagit avec beaucoup d'aplomb. Il se tourne vers le prêtre et lui demande « Père Lennon, avez-vous de l'argent ?» Le prêtre est intrigué par la question et répond « Non », puis ajoute « Pourquoi ?» Et Rockefeller rétorque « Pour acheter la Standard Oil ». Comme l'avait présagé Rockefeller, les différentes compagnies de la Standard Oil valent plus que la société mère. Durant les années qui suivent, leurs actions doublent ou triplent de valeur. Lorsque le flux d'argent se tarit, Rockefeller bénéficie de la plus immense fortune de l'histoire, équivalent à près de 2% de l'économie américaine. C'est son échec même face à la loi antitrust qui a fait de John D. Rockefeller le premier milliardaire de l'histoire. Ce jugement fédéral a sanctionné la Standard Oil, mais assurément pas John D. Rockefeller Sr. Et pour lui, la chance ne s'arrête pas là. Tandis que les ampoules électriques menacent d'anéantir la demande en kérosène, l'automobile fait son apparition. Le marché de l'essence suscite l'euphorie dans l'industrie pétrolière. La fortune en constante augmentation de Rockefeller laisse penser qu'il a encore eu raison de ses critiques. De plus en plus affable et détendu, il se défait de sa tenue d'homme d'affaires et essaie différentes perruques. Il se réjouit de la naissance du deuxième fils de Junior qui a lieu le jour de son anniversaire. 3 autres garçons suivent, Lawrence, Winthrop et David. Fort du calme revenu après la tempête essuyée par la Standard Oil et des actions philanthropiques engagées, Junior est déterminé à offrir à ses enfants un héritage dont ils pourront être fiers. Mais ses espoirs de réhabiliter le nom de la famille sont sur le point de s'effondrer. Durant l'automne 1913, au pied des majestueux sommets des Rocheuses, une crise ouvrière se répand dans les mines de charbon du sud du Colorado. Elle concerne aussi les Rockefeller, et la famille devient à nouveau l'objet d'un scandale national. L'explosion se produit le 23 septembre, dans les collines proches de Ludlow. 8000 mineurs se mettent en grève dans une compagnie appartenant aux Rockefeller, la CFI, ou Colorado Fuel and Iron, en exigeant des conditions de travail et de vie plus humaines. La CFI expulse immédiatement les grévistes de leur logement. Les familles sont obligées d'emménager dans des tentes de fortune hors des limites de la compagnie. Les mineurs grévistes sont originaires de 32 pays différents. Certains croient que John D. Rockefeller est le président des États-Unis. Tandis que les deux parties se préparent à la confrontation, la CFI fait venir des hommes de main que les shérifs locaux nomment adjoints. Les responsables syndicaux se rendent dans le Colorado. La redoutable Mother Jones en fait partie. Elle organise une manifestation dans la capitale de l'État. En décembre, plus d'1,20 m de neige tombe sur le sud du Colorado. 20 000 hommes, femmes et enfants grelottent dans la plaine venteuse. La situation est dans une impasse et John D. Rockefeller Jr. est appelé à témoigner devant le Congrès. Bien qu'il soit le dirigeant de la compagnie, il affirme en savoir peu sur la situation et s'en remettre totalement aux responsables sur place. Puis il affiche sa doctrine du libre emploi, prônant le droit de ne pas se syndiquer.
John Day Senior, qui l'approuve, le gratifie de 10 000 actions de la CFI. Senior n'aimait pas les syndicats ouvriers et Junior adhérait à cela sans y avoir vraiment réfléchi, sans réaliser les préjudices pour les hommes qui travaillaient pour lui, sans penser aux torts portés à ces populations et sans imaginer ce qu'il pouvait faire pour eux. Le matin du 20 avril, 2 semaines après le témoignage de Junior, un groupe de 35 adjoints fraîchement nommés prennent position sur une colline surplombant le village de Tente de Ludlow. Provenant d'on ne sait où, un coup de feu retentit. Les adjoints armés commencent à balayer le camp avec des mitrailleuses et une bataille rangée s'engage. Des familles piégées essaient d'échapper aux tirs dans des trous creusés sous les tentes. Les cris de terreur des enfants s'élèvent dans le tumulte de la bataille. À la nuit tombante, lorsque le train du Sud entre à Ludlow, des familles prises de terreur profitent du passage de ces 36 wagons pour s'échapper. L'un des conducteurs du train rapporte que lorsqu'il s'est éloigné, il a vu le camp de tente enflammé par un incendie, allumé selon lui avec la torche d'un soldat. L'étendue de la tragédie apparaît au grand jour le lendemain matin. Dans un abri creusé sous l'une des tentes, on découvre les corps de 2 femmes et 11 enfants. Le New York Times rapporte qu'ils ont été asphyxiés, piégés comme des rats, plus terrifiés par les balles qui sifflaient au-dessus de leur tête que par les flammes. Les comptes rendus diffèrent, mais le massacre fait au moins 45 morts. Des dizaines de personnes sont blessées et brûlées. Pour beaucoup, le responsable de cette tragédie ne fait aucun doute. Pour la première fois de sa vie, tout le poids de l'opinion publique s'abat sur les épaules de Junior. John D. Rockefeller Jr. essayait sincèrement de réhabiliter le nom de la famille, en essayant de prendre ses distances avec l'histoire de la société familiale et de toutes les actions malhonnêtes dont son père était accusé. Et soudain, le voici accusé de bien pire que tout ce qu'on a reproché à son père, la complicité dans le massacre de Ludlow. Des groupes de manifestants en colère se pressent devant le domicile de Junior et son bureau du 26 Broadway. Des orateurs appellent la foule à l'abattre comme un chien. Le romancier Upton Sinclair l'accuse publiquement de meurtre. Des ouvriers socialistes menacent d'enfoncer les portes closes de Kaikit. Ce qui ébranle particulièrement Junior, car sa mère, Laura, agonisante, y demeure. Puis une bombe artisanale explose dans un taudis, tuant 4 socialistes. On pense qu'elle était destinée à la résidence citadine de Junior. En décembre 1914, les caisses de secours des mineurs sont vides. Ils sont contraints de retourner travailler. Pour beaucoup, la direction a gagné. Mais pas aux yeux de John D. Rockefeller Jr. John Day Jr. s'est aperçu que le sang de tous ces gens coulerait sur ses mains et celles de ses enfants pendant une génération. Et il a fini par se rendre compte, et c'est tout à son honneur, qu'il pouvait non seulement calmer le jeu en intervenant dans le Colorado, mais qu'il avait aussi le devoir de mettre de l'ordre dans les relations sociales et ouvrières très agitées et violentes de l'Amérique.
L'un des premiers signes du revirement de Junior apparaît lorsqu'il appelle à témoigner devant la commission gouvernementale qui enquête sur la grève. En chemin, il s'arrête pour serrer la main de Mother Jones. « Je n'ai jamais cru que vous ayez su ce que ces mercenaires allaient commettre là-bas », lui dit-elle. À la tribune, John fait ce que son père n'a jamais fait. Il admet publiquement son erreur. Le jeune Rockefeller promet alors de se rendre à Ludlow et de discuter en personne avec les mineurs. Alors qu'il est sur le point d'effectuer son voyage d'expiation, sa mère meurt. L'une des premières lettres de condoléances provient de Mother Jones. Junior arrive à Ludlow en septembre 1915. Il refuse de porter une arme ou d'être protégé par des gardes du corps. He sees the way in which miners lived. Il découvre comment vivent les mineurs. Il voit combien leurs enfants sont maigres. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau potable dans la plupart des campements. Bien que réputé pour son immense rigorisme et sa timidité, il semble s'extérioriser. Junior prêche la solidarité et la fraternité chrétienne et propose qu'un comité soit créé pour soumettre les revendications des ouvriers. Il promet aussi aux ouvriers de ne pas les licencier s'ils décident de se syndiquer. Son approche fonctionne. Les mineurs acceptent sa proposition lors d'un vote secret. Junior, d'habitude collet monté, saisit la main d'une femme de mineur et s'élance dans une danse joyeuse alors qu'un orchestre entame une valse. John's rearing as this child who had to eat. Grâce à l'éducation qu'il a reçue, faite de nourriture simple, de vêtements sobres et cette enfance sans ostentation, il a su comment se comporter avec ses mineurs et leurs familles, qui vivaient dans des tentes et dans le plus grand dénuement. Il a partagé leurs repas, il a même saucé son assiette avec du pain. C'est l'image merveilleuse d'un homme qui se révèle. On peut presque sentir la présence de Laura au-dessus de son épaule, dans cette bonté autant que dans l'austérité qu'elle lui a léguée. Il ne lui est pas facile de faire accepter sa proposition au responsable de la CFI. Junior congédie le représentant des Rockefeller sur place. Lorsque les conseillers de son père protestent, il fait venir sa propre équipe. Une fois le calme revenu, c'est Junior qui reprend la barre. Son père lui signifie son approbation par son silence. Et c'est à ce moment qu'il devient réellement le maître à bord. John Day Senior ne lui avait pas encore légué toute sa fortune. C'est après qu'il ait réussi à limiter les dégâts à Ludlow qu'il commence à transférer les énormes sommes d'argent sous la responsabilité de Junior. Enfant, Junior a appris le proverbe biblique qui prétend qu'il est plus facile à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer au paradis. L'image de requin d'industrie de son père affligeait profondément John Day Jr. Et il estimait devoir consacrer toute sa vie à tenter d'effacer cette infamie qui entachait la fortune, la famille et le nom des Rockefeller. Quelques années auparavant, on avait prévenu son père que son immense fortune, comme une avalanche, pouvait le détruire, lui, ses enfants et ses petits-enfants. C'est à présent son fils, Junior, qui affronte ce risque. Alors qu'il s'acharne à réhabiliter le nom de la famille, le poids de la fortune des Rockefeller menace de l'écraser.
Lakewood, New Jersey, 10 juillet 1918. Cher fils, je te confie 166 072 actions de la compagnie Standard Oil de Californie. Je te donne aujourd'hui la valeur nominale de 20 688 000 $ en obligations de l'État de New York et en actions de la ville de New York. Trouve ci-joint un chèque d'un montant de 500 000 $. Tu pourras l'encaisser dès lundi matin. Au début des années 20, John Day Sr. a transmis plus d'un demi-milliard de dollars en actifs et en titres à son fils. Et par là même, une énorme responsabilité, la gestion de l'immense fortune. C'est pour moi une bénédiction incommensurable d'avoir un fils sur qui je peux me reposer pour assumer cette tâche importante. Avec toute mon affection, père. John Day Jr. considérait que le but de sa vie était d'effacer le relent de scandale qui entachait la fortune des Rockefeller. Et finalement, à travers ses actions de bienfaisance, de tenter de justifier l'accumulation de cette immense richesse. Que ce soit en restaurant le palais de Versailles, en sauvant les séquoias géants de Californie, ou en fondant une faculté de médecine en Chine, Junior se voue à sa tâche. Lorsqu'un journaliste lui demande où se trouve son mari, Abby Rockefeller répond « Je ne sais plus où est John, mais je suis certaine qu'il est quelque part en train de sauver le monde. » Cet argent lui permet de s'investir totalement et lui confère en un sens la même stature de magnat que son père. Il investit dans tous les domaines, la médecine, les sciences, l'enseignement, les arts et la politique étrangère. Mais la pression est trop importante pour Junior. Très souvent, à la fin de la journée, il rentrait chez lui avec une terrible migraine lancinante et il s'allongeait dans sa chambre avec une compresse sur le front. Il s'impliquait personnellement, de manière très courageuse. Ses maux de tête deviennent si violents qu'il est contraint de suivre une cure de repos au sanatorium du Dr Kellogg à Battle Creek, dans le Michigan, pour surmenage. Tandis que son fils se sacrifie pour racheter les fautes de son père, celui-ci semble remarquablement détendu. Retiré des affaires et libéré du fardeau de sa prodigieuse fortune, John Day Rockefeller, qui a maintenant plus de 80 ans, profite pleinement de sa retraite. À la fin de sa vie, Senior offre au monde une facette de sa personnalité que seuls ses intimes avaient entreaperçue. L'ancien ermite séduit sous l'objectif des caméras. Par la magie des relations publiques, John Day Rockefeller Sr. métamorphose le décrié requin d'industrie en un vieil homme affable, célèbre pour distribuer des pièces de 10 cents. Il se rend tous les jours sur le terrain de golf à 12h pour s'adonner à son passe-temps favori. Il était enjoué, plein d'entrain et insouciant. Il charmait de jolies jeunes femmes, il adorait chanter des hymnes, raconter de mauvaises blagues et faire des imitations. Il passait ses matinées à étudier le marché boursier, puis il sortait jouer au golf ou faisait une promenade en voiture l'après-midi, toujours accompagné de femmes ou d'enfants. Tout le monde remarquait qu'il avait une passion pour les femmes. S'il rencontrait un groupe de jolies jeunes femmes, il les invitait à venir jouer au golf ou à déjeuner. L'une de ses nombreuses habitudes consistait, à 15h15, à faire une promenade en auto dans la campagne, accompagné de 8 à 10 autres personnes. John Day s'asseyait toujours au milieu de la banquette arrière, et il adorait être encadré par 2 femmes plantureuses. Il tirait alors une couverture jusqu'à leur menton, tout en gardant ses mains dessous, ce qui donna naissance à l'expression « la banquette ardente ». On raconte même l'épisode d'une jeune femme sautant de la banquette ardente et criant au chauffeur
On devrait menotter ce vieux pervers. Ses mains baladeuses sont devenues célèbres. Ce comportement semblait totalement incongru à qui l'avait connu auparavant. Fils aîné et garant du nom de la famille, John D. Rockefeller, troisième du nom, garçon sérieux et introverti, est, dès son plus jeune âge, formé à l'héritage dynastique. Son grand-père lui écrivait pour son anniversaire ou pour Noël et lui disait, entre autres choses, « Je suis impatient de te voir rejoindre ton père pour l'aider à porter ce lourd fardeau. » John a donc grandi en sachant qu'on attendait de lui qu'il remplisse une tâche bien définie. Il n'avait pas vraiment le choix. En 1929, diplômé de Princeton, John entre à la plus célèbre adresse du monde des affaires pour y prendre la place qui lui est réservée et participer à la gestion des entreprises et des dons familiaux. Les débuts du plus riche des héritiers attirent tant l'attention que Junior décide de donner une conférence de presse. John est entré, timide, réservé et hésitant. Il n'avait jamais participé à ce genre de choses auparavant. Le voici questionné par tous les journalistes présents à New York. Il le questionne en criant et tente de lui soutirer des réponses. Plus la conférence dure, plus il se renferme. L'un des journalistes a écrit qu'il croisait ses jambes et se tortillait comme un bretzel. L'attention qui lui était portée le gênait énormément. Et je crois qu'il a commencé à comprendre son rôle. C'est très sérieux, je suis en pleine lumière et je ne dois pas commettre d'erreur. Je pense que ce fut un moment très difficile pour lui. Après cette pénible épreuve, John écrit dans son journal « Je dois éviter la presse pour longtemps ». En 1929, John D. Rockefeller Jr. met la touche finale à l'église Riverside, un magnifique édifice érigé dans l'Upper West Side, à Manhattan. De taille monumentale, Riverside ressemble aux grandes cathédrales européennes, mais seulement par son architecture. Elle rappelle sans conteste une cathédrale gothique. Mais alors que l'on trouve habituellement des statues de saints et de martyrs sur ces édifices, celle-ci se pare de statues de scientifiques et de législateurs. Il y a même une statue de Darwin. C'est un vrai manifeste. Bien que toujours engagé dans la foi de sa mère et de sa grand-mère, Junior croit aussi que le progrès scientifique est une expression de la volonté de Dieu et sert à créer son royaume sur Terre. C'est ce qu'incarne Junior. L'ancien et le nouveau. L'ancienne aspiration revivaliste à réformer le monde et les nouvelles mesures qui émanent de la science et des affaires. L'efficacité méthodique et la recherche scientifique deviennent les nouveaux moyens et outils permettant d'accomplir les anciennes croisades réformatrices. Les fondamentalistes chrétiens des années 20 voient en la foi scientifique de Junior le rejet des enseignements de la Bible. Ils craignent que l'homme le plus riche du monde n'étende son influence dans le domaine religieux. Un prêtre utilise ces termes apocalyptiques. Lorsqu'un homme contrôle le monde des finances, celui de l'éducation et quasiment le monde religieux, le jour de l'Antéchrist n'est pas loin. La fortune de Rockefeller est à présent estimée à $1 milliard, investie non seulement dans les compagnies qui constituaient la Standard Oil, mais aussi dans la banque et les nouvelles industries. Fort de sa fantastique richesse, Junior est devenu un philanthrope aussi remarquable que son père l'a été en tant qu'homme d'affaires. Il emploie même parfois des stratégies similaires.
Père éprouvait du bonheur à faire découvrir son amour pour les beautés de la nature, que ce soit dans le Maine, à Tarrytown ou dans le Wyoming. Et il nous entraînait dans des voyages pour découvrir l'Amérique. Nous campions, nous construisions des cabanes en bois et nous montions à cheval. On marchait aussi et Nelson et moi étions mordus de photographie. On prenait des clichés et on cherchait les meilleures vues de tous ces endroits. À l'occasion d'un voyage en famille dans le Wyoming, Junior est subjugué par la majestueuse chaîne montagneuse du Teton. Leur beauté, dit-il, surpasse tout ce qu'il a vu jusqu'ici. Ce qu'il découvre au pied de ces montagnes, à Jackson Hole, le consterne. Il y a vu les maisons closes et les bouges qui s'imposaient dans le merveilleux paysage du Teton. Et cela l'a persuadé d'acquérir la terre pour la confier à ce qui est devenu le parc national du Grand Teton. Junior a dû dépenser environ 13 millions de dollars pour acheter ces terres autour de Jackson Hole, dans le Wyoming. Au début, comme le faisaient la plupart des Rockefeller, il l'a acheté sous couvert d'un prête-nom. Il n'y avait là rien d'étonnant. Chaque fois que le nom des Rockefeller apparaissait, les prix grimpaient en flèche. Ce n'était pas illégal, bien qu'il ait probablement bénéficié d'un coup de pouce des services des parcs nationaux. Junior a acquis le Grand Teton grâce à son fantastique pouvoir. Dans ce sens, l'acte philanthropique n'est pas très différent de la Standard Oil. John Day Sr. ne considérait pas seulement cette entreprise comme une activité rentable, mais aussi comme un moyen de rendre le monde meilleur. L'entreprise à but non lucratif de Junior n'en était pas différente à cet égard. Comme les raffineurs indépendants écrasés par la Standard Oil, les entrepreneurs locaux sont indignés. Il a rencontré une formidable opposition et beaucoup d'animosité. Il y avait là des propriétaires de ranchs touristiques, des éleveurs et des gardiens de bétail qui n'appréciaient pas ces gens riches de l'Est, qui faisaient pression et qui essayaient de détruire leur mode de vie. Loin de les considérer comme une aubaine, il les voyait comme une riche famille qui leur marchait sur les pieds. Ce fut une guerre interminable. Le parc est magnifique. Mais il a été développé de cette manière parce que Junior estimait qu'il devait en être ainsi. Et il avait l'argent et les contacts pour qu'il en soit ainsi. La préservation fournit à Junior une échappatoire à un monde moderne qui le met mal à l'aise. À Williamsburg, il dépense 55 millions de dollars pour restaurer la capitale de la Virginie dans une vision idéalisée du passé. Au cloître, un musée à la pointe nord de Manhattan, il crée un refuge médiéval et le remplit de trésors anciens. L'intérêt artistique de Junior le tournait vers le passé. Il s'intéressait à l'art ancien, à l'art historique, et c'est sans conteste ce que démontre magnifiquement le cloître. Tandis que Junior cherche l'apaisement dans l'ancien, sa femme Abby trouve une stimulation dans le contemporain. Elle était attirée par un art insolite, audacieux, plus intérieur. Elle aimait l'expérimentation. Elle était ouverte aux nouvelles idées et souhaitait aussi comprendre l'art que ses enfants auraient à côtoyer. En d'autres termes, elle désirait être moderne. Mère adorait la beauté où qu'elle se trouve et elle la découvrait en de nombreux endroits, dans la nature et dans l'art contemporain. Ils étaient en désaccord sur ce sujet. En 1939, après 10 ans de situation provisoire, le musée d'art moderne, le MoMA, ouvre ses portes. Just off Fifth Avenue, on a site long occupied by the old-fashioned town dwellings of the Rockefeller family,
Junior fait non seulement un don de plus de 6 millions de dollars, mais il fait aussi détruire la résidence citadine de la famille pour accroître la surface du musée. En échange, il arrache une promesse. Abby avait passé un accord avec Junior. Ils vendaient leur propriété de la 54e rue et emménageaient dans un appartement. Il a accepté de le faire si elle consentait à abandonner la plupart de ses activités au MoMA. Il était très inquiet au sujet de sa santé qui commençait à décliner et elle a utilisé cet argument comme monnaie d'échange. Pour les Rockefeller, le musée d'art moderne restera toujours le musée de Mère. Si Mère possède son musée, Père a son monument. Le Rockefeller Center restera l'endroit que les Rockefeller peuvent exhiber comme l'incarnation physique de la réussite de leur famille. Il est le sceau familial apposé sur la ville de New York, et donc sur l'Amérique. Il est conçu en 1928 comme un projet philanthropique de plus. Il doit accueillir le Metropolitan Opera et entraîner l'urbanisation des 3 blocs d'immeubles qui l'encerclent. Mais l'effondrement boursier en 1929 ruine des millions d'investisseurs et engloutit plus de la moitié de la fortune des Rockefeller. Junior développe un zona et de fréquents mauvais rhumes. J'arpente les bureaux la nuit, me demandant où je vais trouver l'argent pour bâtir ces immeubles, écrit-il. Il avait sur les bras la propriété de plusieurs pâtés d'immeubles. Il devait régler des remboursements de crédit, payer des taxes foncières, alors que le pays était économiquement au plus bas de toute son histoire. Il pouvait assumer les pertes ou bien tenter une chose vraiment très risquée. Junior n'a pas oublié l'humiliation de sa première aventure financière 30 ans plus tôt. À présent, il décide de relever le défi. Il injecte presque un tiers de sa fortune amoindrie et parie sur son projet titanesque. Avec ses 13 immeubles encadrant une tour de 70 étages, le Rockefeller Center est un projet homérique, décrit comme un mélange d'impertinence et de majesté. Seul chantier important dans la ville de New York durant cette sombre période de la Grande Dépression, il emploie 75 000 ouvriers. C'est un acte de foi envers l'Amérique. Je pense que les Américains étaient fascinés par sa taille, son importance, et le fait que cet homme et cette famille croyaient qu'il y avait un avenir pour le pays. Ce gigantesque monument a été bâti pour le prouver. Initiant ce qui deviendra une tradition annuelle, les ouvriers reconnaissants illuminent le premier sapin de Noël du Rockefeller Center en 1933. Durant sa sémillante vieillesse, John D. Rockefeller affirme souvent qu'il atteindra 100 ans. Il meurt le 23 mars 1937 dans sa résidence d'hiver d'Ormond Beach, à seulement 2 ans de son objectif. Jusqu'à son dernier souffle, le roi de la Standard Oil, longtemps décrié comme un monstre maléfique et cruel, estime être en paix avec Dieu. J'ai très longtemps porté ce poème sur moi. C'est une citation de mon grand-père. On m'a tôt appris à travailler autant qu'à jouer. Ma longue vie, comme des vacances, s'est étirée. Empli d'ardeur et de légèreté, tous mes soucis j'ai abandonnés. Et Dieu, chaque jour, m'a épaulé. Les funérailles ont lieu à Kaikit, la citadelle symbolique de la famille Rockefeller, devenue la résidence de Junior. Dans le monde entier, tous les bureaux, toutes les compagnies et les raffineries de l'ancien empire de la Standard Oil
cesse le travail pendant 5 minutes. Rockefeller Center, a city within a city, reaches completion after 8 years of construction. Planned in boom times and built during the Depression, the center juts into the sky. En 1939, lorsqu'il fixe le dernier rivet du Rockefeller Center, John D. Rockefeller Jr., qui a maintenant 65 ans, peut contempler une vie de réussite. Ida Tarbell, la journaliste dont l'enquête sur la Standard Oil a terni le nom des Rockefeller, écrit « Aucun homme en Amérique ne s'est montré autant à la hauteur de ses idéaux que John D. Rockefeller Jr. Je ne connais aucun père qui ait mieux préparé son fils que John D. Rockefeller. » En prodiguant ses bienfaits aussi largement qu'il le pouvait, Junior a offert à un très large public des raisons de se souvenir de son nom qui n'ont plus rien à voir avec la Standard Oil ou avec Ida Tarbell, mais qui ont trait à la beauté, à la nature et au progrès scientifique. Il a tellement bien réussi qu'au moment où ses enfants devenaient adultes, dans les années 30, il devait être très difficile pour eux d'imaginer l'ouragan polémique qui était associé au nom des Rockefeller 30 ans plus tôt. John D. Jr. a créé cette famille remarquable, ces 5 garçons turbulents et les immenses promesses qu'ils suscitaient. Mais il présageait qu'il existait toujours un risque qu'ils ne détruisent par des actions imprudentes l'œuvre qu'il avait accomplie en 30 ou 40 ans.